Hello tout le monde, et on continue avec le tournoi de Reykjavik, la ronde 5. Je continue à devoir faire mes preuves contre les joueurs moins bien classés. Aujourd'hui, je joue contre un Islandais, Domalchuk Jonasson Alexander, qui est 2170, et il commence ici avec D4. Ok, D4, ce sur quoi j'ai fait cavalier F6. On développe une pièce, on empêche E4, il continue avec C4 pour mettre un pion de plus au centre, et je joue ici E6. On prépare la sortie du fou. Ici, il y a deux coups principaux pour les blancs, cavalier F3 ou bien cavalier C3. Et il a fait le choix de cavalier C3, ce qui du coup autorise le fou B4 que j'ai joué. C'est la Nimzo-indienne. Souvent, les blancs peuvent aussi jouer cavalier F3 s'ils veulent éviter la Nimzo-indienne. Ce sur quoi les noirs ont une multitude d'options. Ils peuvent jouer B6, ouest-indienne. Ils peuvent jouer D5 pour transposer dans le gambit dame. Ils peuvent encore jouer fou B4 qui est la bogo-indienne. Bon, mon adversaire qui a fait le choix de cavalier C3 et donc j'ai joué fou B4. Ok, il continue avec E3 pour préparer le développement du fou F1. Ici, c'est la variante Rubinstein de la Nimzo-indienne, ce sur quoi j'ai juste mis mon rang en sécurité avec petit roc. Et il continue avec fou D2, une ligne qui est très à la mode en ce moment et qui est pas mal jouée à haut niveau. Ok, et je continue avec D5 pour mettre un pion dans le carré magique et prendre un peu plus d'espace. Ok, il continue avec cavalier F3. Tout simplement pour développer ses pièces, et je joue B6, assez important parce que dans les positions de type Nimzo-indienne ou gambit dame, on a toujours ce même problème avec le fou C8, qui est un mauvais fou, parce qu'il est de la même couleur que la chaîne de pions, et il est derrière la chaîne de pions, donc il faut trouver une solution, et souvent la solution passe par son développement sur la grande diagonale. Donc je joue B6, et ici, il fait C prend D5. C'est un bon coup. C'est souvent assez thématique pour les blancs de jouer C prend D5 lorsque les noirs ont joué B6. Pourquoi? Parce qu'en fait, C prend B5, regardons ce que je peux faire. Le problème, c'est qu'en général, on ne voudra pas prendre d'une pièce, parce que le problème, c'est que du coup, on aura échangé un pion de l'aile contre un pion du carré magique. Donc souvent, on va reprendre du pion. Mais là, le problème, c'est que du coup, quand on va jouer fou B7, notre fou aura l'inconvénient qui va taper sur notre propre pion, et qui du coup, il sera un peu bloqué, le fou. Et donc c'est pour ça que les blancs vont souvent jouer C prend D5 quand les noirs auront joué B6. Aussi, l'autre raison pour laquelle les blancs font souvent C prend D5 après que les noirs aient joué B6, c'est que, imaginez que je joue un coup neutre comme H6, si là les blancs font C prend D5, c'est souvent moins bon, parce que sur E prend D5, après, en fait, ici, le pion C7, qui est un pion arriéré sur la colonne semi-ouverte des blancs, ce qui est souvent une faiblesse, il n'est pas si faible que ça, parce que je vais souvent jouer C6, et donc en fait, le pion C6, bien qu'il est sur la colonne ouverte des blancs, il n'est pas vraiment faible, parce qu'il est défendu par son collègue en B7. Mais une fois qu'on joue ici B6, après C prend D5, E prend D5, pour le coup, C7 est vraiment faible. Parce que il est comme tout à l'heure un pion arriéré sur la colonne semi-ouverte adverse, mais cette fois-ci, si on joue C6, il reste faible parce qu'on a déplacé le pion B7 en B6, et donc il n'y a plus personne pour défendre le pion en C6. Donc c'est l'autre raison qui explique souvent pourquoi les blancs font C prend D5 une fois que les noirs ont joué B6. Ok, donc là je fais E prend D5, il fait tour C1, tout simplement pour commencer à taper sur ce fameux pion arriéré sur la colonne semi-ouverte. Et donc je joue C5 pour tout de suite essayer de venir challenger le centre. Il continue avec fou B3, et du coup je joue C4 pour prendre davantage d'espace, gagner un tempo sur le fou D3, et puis en même temps, ici vous voyez, j'ai ce qu'on appelle une majorité de pions à l'aile dame. Quand on regarde les colonnes A, B et C, moi j'ai 3 pions dessus, et il a que 2 pions, mon adversaire, dessus. Et donc souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de pousser nos pions pour les échanger, et comme on est en supériorité sur cette aile, ça va nous permettre de créer un pion passé qui est assez important, pour ensuite essayer de le promouvoir jusqu'à sa case de promotion. Donc il joue fou B1, parce que voilà, j'attaquais le fou, mais le problème de fou B1, c'est que du coup, il y a ce fameux clouage qui est embêtant.
qui n'est pas si embêtant hein, quand le fou est en E2. Mais par contre, quand il n'y a plus le fou en E2, c'est embêtant, parce que si la dame s'en va, à tout moment j'aurai des fous prend F3, ce qui force G prend F3, et les blancs auront une très mauvaise structure de pion. Donc c'est pour ça qu'il joue H3, pour essayer de se débarrasser du clouage, mais je joue fou H5, et le problème reste intact. Ce clouage l'embête tellement mon adversaire qu'il joue même G4. Bon, au moins il se débarrasse du clouage, mais l'inconvénient c'est que peut-être que ça ouvre énormément les lignes sur son futur petit roc, et ça affaiblit du coup son roi. Je joue fou G6, et ici il fait fou prend G6. Là j'ai pas mal réfléchi, parce que c'est un moment assez important. Je peux soit faire H prend G6, soit je peux faire F prend G6. Ça dépend, qu'est-ce qu'on veut prioriser. En général, la règle, c'est de prendre de l'extérieur vers l'intérieur, parce que ça va permettre plusieurs choses. Déjà, on va ramener davantage de pions au niveau du centre. Et vous savez que c'est toujours important de lutter pour le centre. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est aussi qu'au niveau de la structure de pion, souvent c'est meilleur, parce que quand on prend de l'intérieur vers l'extérieur, souvent ça va un peu disloquer et séparer nos pions, ce qui n'est pas l'idéal. Donc ça, c'est ce qui peut justifier H prend G6. Et en général, ce sera toujours ça, prendre de l'extérieur vers l'intérieur. Et pourtant, j'ai fait F prend G6, qui est le meilleur coup de l'ordinateur également. Pourquoi ici c'est intéressant? Parce qu'en fait, je vais prioriser autre chose, c'est l'activité de mes pièces. Et en fait, je veux ouvrir la colonne F pour ma tour F8, et comme ça, elle va devenir active. Et ça, c'est très intéressant parce que cette colonne F, elle est intéressante parce que ça va me permettre justement de facilement attaquer le futur petit roc des blancs. Par exemple, il a fait petit roc, et tout d'un coup, je fais fou prend C3, cavalier E4. Et vous voyez la tour F8 qui tape. Et si j'avais joué H prend G6, bah après petit roc, par exemple, si je fais la même séquence, bon bah là, j'ai pas de pression, parce que la colonne F est fermée. Donc là, j'ai fait le choix de F prend G6, parce que je voulais privilégier l'attaque sur le roi blanc, et aussi activer ma tour F8. Et cela, je le fais au détriment de la structure de mes pions. Ok, il fait petit roc, je veux ensuite mettre mon cavalier sur le super avant-poste E4, mais c'est contrôlé par le cavalier C3. Donc c'est pour cela que je fais fou prend C3, pour éliminer la pièce qui défend la case E4, et comme ça je peux y installer mon cavalier. Il enchaîne avec fou B4, qui attaque ma tour F8, et donc je mets ma tour en F6. Il continue avec KIE5, qui est une très jolie case pour son cavalier. Ici, le cavalier est sur une case indélogeable, parce qu'il n'y a pas de pion noir qui peut venir le chasser. Il est très puissant, donc c'est pour ça que je termine mon développement avec cavalier C6, et en même temps, j'en profite pour éliminer ce fort cavalier E5. Bon, il a ici du mal à maintenir son cavalier en E5, et donc c'est pour ça qu'il prend ici en C6, et je fais tour prend C6. Il enchaîne avec F3. L'idée, bah, bien sûr, c'est qu'il veut éloigner mon cavalier en E4 qui est très fort, mais peut-être que du coup ça ouvre un peu les lignes sur son roi. Ici j'ai joué un coup un peu réflexe qui est pas super, j'ai joué cavalier F6, et en fait j'ai totalement raté le coup suivant de mon adversaire, qui est un très joli coup. Je sais pas si vous le voyez, peut-être mettez sur pause, c'est un coup plutôt stratégique, mais qui est basé sur une idée tactique. Il joue ici mon adversaire le super coup E4. C'est super fort, hein, tout simplement parce qu'en fait il va venir mettre un second pion dans le carré magique, et au prochain coup il risque de jouer E5 suivi de F4, F5, E6, F6, F7, E7, et il y a la marée de pions qui arrive. Moi je pensais que ce coup était impossible, parce que je me suis dit, bah j'attaque 2 fois E4, et il contrôle E4 qu'une fois, donc a priori je gagne un pion. Mais en fait, ce que j'ai manqué, c'est qu'ici, il y a tour F8. Et ça gagne la dame. Pas évident, j'ai raté cette tactique. Et donc, c'est pour ça que là, j'étais un peu embarrassé. Je me suis dit, ah mince, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai du mal à... si je le laisse faire E5, c'est ultra dangereux pour moi. Par exemple, imaginez, je joue rien, comme un coup comme H6. Bah, il fait E5, ça attaque le cavalier doit reculer. Après, il fait F4, il me semble. Et vous voyez, il y a la marée de pions blanches qui va arriver, et c'est une position qui est ultra dangereuse pour moi. Mais heureusement, ici, j'ai trouvé une petite idée tactique. Je joue d'abord A5. C'est quoi l'idée de A5? C'est que si le fou repart,
Bah là, vous voyez, ça marche en fait. Je gagne le pion. Parce qu'il n'y a plus de tour F8 qui gagne la dame, vu que le fou ne défend plus la case F8. Du coup, mon adversaire doit absolument aller en A3. Comme ça, quand je mange le pion en E4, il garde la tactique en F8. Mais quand il va en A3, du coup, j'ai trouvé un autre thème tactique, qui est que ce fou manque de cases, et peut-être que je peux l'enfermer. Donc c'est pour ça que je joue B5, et l'idée c'est B4, le fou est enfermé. Du coup, pour garder sa tactique, bah, il doit aller en C5. Il n'a pas le temps de jouer E5, parce que j'enferme son fou avec B4. Et finalement, il va manger là, et moi, je vais remanger là. Prochain coup, je vais manger A3, et ici, j'ai une meilleure finale de pièces lourdes comparée à lui. Parce que son roi est faible, quelque chose comme ça, par exemple, vous voyez. Et là, voilà, j'ai une meilleure finale, hein, parce que son roi est faible, mes pièces sont très actives, j'ai le pion passé C, D4 est faible. Donc c'est pour ça ici qu'il ne peut pas jouer E5. Donc il va en C5 pour essayer de garder la fameuse tactique avec tour F8. Parce que là, encore une fois, si je fais ça, ça et ça, et ben il y a encore tour F8. Et je perds ma dame. Sauf que là, j'ai vu une jolie séquence tactique. C'est que le fou C5, encore une fois, vous voyez, il manque de cases. Et du coup, j'ai repéré que je pouvais faire D prend E4, F prend E4 et cavalier D7. Un super coup. Parce que tout d'un coup, j'attaque le fou C5 deux fois, qui n'est défendu qu'une fois, et en fait, il ne peut pas sauver ce fou. Il le perd au prochain coup, il perd un pion. Et en plus, ce qui est super avec cavalier D7, c'est que le cavalier contrôle la case F8, de telle sorte que tour F8 ne fonctionne pas. Bon, et là, du coup, il doit accepter de perdre sa dame, et donc c'est pour ça qu'il joue, enfin, de perdre son fou plutôt en C5, et donc c'est pour ça que finalement, il se dit, bon, bah, je vais développer ma dame. Il le met en F3, parce que ça menace des dames F7, ça peut être dangereux pour mon roi noir. Mais du coup, je mange le fou, il mange, et j'intercale le petit dame D4, qui va me permettre ensuite de remanger le pion, avec la dame qui sera en C5 et très très active. Là, il fait dame F2, il échange les dames. Bah, en fait, s'il fait quelque chose comme roi G2, le problème, c'est que je peux déjà manger en B2, par exemple, mais je peux aussi manger en C5. Et j'ai un pion de plus, et son roi qui peut devenir un peu faible aussi. Mais bon, j'ai surtout dame prend B2, hein, qui est aussi fort. Et s'il va en H2, c'est pareil, j'ai encore du dame prend B2. Et s'il va en H1, là, la différence, c'est que j'ai probablement quelque chose comme tour F6 intermédiaire. J'attaque la dame doit rebouger, et après je mange par exemple, dame prend C5. Et en vrai, son roi est assez faible hein, dans cette finale de pièces lourdes. Donc c'est assez compréhensible du coup qu'il joue dame F2 pour échanger les dames. Mais bon, je fais dame prend C5, et finalement on rentre dans cette finale de tour. Et il fait tour CD1. Ok, ici c'est très important d'empêcher quelque chose, c'est mon adversaire, il menace ici tour D7, suivi de tour F7, et après avec les deux tours en 7ème rangée, il va commencer à harceler mon roi noir d'échecs. Donc c'est très important de lui échanger une tour, comme ça, il n'aura pas cette menace extrêmement désagréable sur la 7ème rangée. C'est pour ça que je joue tour F8. En même temps, ici, la tour F1 coupe mon roi. Et donc, ça empêche mon roi de s'activer vers le centre. Donc c'est pour ça qu'en jouant tour F8, ça va me permettre de débloquer le passage pour qu'ensuite mon roi puisse s'activer au centre. Il fait tour prend F8, roi prend F8. Et là, tour D7. Là, vous voyez l'intérêt, c'est qu'avec une seule tour, il aura du mal à harceler mon roi. Ok, ici je continue avec B4. Comme vous le voyez ici, j'ai une majorité de pions à l'aile dame. Et souvent, vous allez devoir préparer la poussée qui va créer le pion passé. Ça va toujours être sur la colonne où l'adversaire n'a pas de pion. Ici, il n'a pas de pion colonne C. Donc c'est pour ça que je dois préparer la poussée C3. Et ça va être avec B4. Comme ça, après C3, s'il fait B prend C3, je pourrais faire B prend C3, et j'aurais créé le fameux pion passé qui pourra filer à dame. Donc c'est pour ça que je joue B4. Il joue roi F2, hop, je joue C3. Et là, après B prend C3, j'aurais pu continuer avec B prend C3 pour créer le pion passé, mais j'avais un peu peur qu'il fasse le blocus comme ça, en C1. Et après, ma tour, qui est quand même un peu obligée de constamment défendre ce pion passé, qui est un peu bloqué. Donc c'est pour ça qu'ici, j'ai vu une autre option qui était intéressante, tour prend C3, qui est pas mal, parce que j'attaque, du coup, j'ai pas de pion passé, mais j'ai une tour noire qui est très active. J'attaque le pion H3, après éventuellement je vais attaquer le pion A2, tous ces pions qui vont tomber à 1. Il fait roi E2, je mange le pion. Il fait E5, je joue H5, pour me créer un autre pion passé. Là vous voyez c'est pareil, majorité de pions à l'aile roi,
c'est sur la colonne H que mon adversaire n'a pas de pion, et donc je prépare la poussée H5 pour créer le pion passé. Il fait G5, et je fais tour G3, je vais tout manger 1 à 1. Il fait tour A7, bon finalement je me suis dit, bon on va défendre A5 au cas où, pour garder davantage de pions. Parce que souvent les finales de tour, quand vous échangez trop de pions, au bout d'un moment on se rapproche de positions qui sont nulles théoriques. Donc je me dis, ok, on va garder davantage de pions. Là il joue E6, et je joue H4, pour amener mon pion jusqu'à la promotion. Il fait tour F7, qui est un joli coup. L'idée c'est que si je joue par exemple roi G8, hop, il revient juste à temps pour attaquer le pion. Ça peut être assez embêtant ça. Et si je fais par exemple H3, bah, le problème c'est que tout d'un coup il y a E7 et je peux plus empêcher la promotion du pion, c'est moi qui perds. Donc je peux pas jouer roi G8 et je dois jouer du coup roi E8, mais le problème c'est que du coup il va manger G7 puis G6 et gagner 2 pions. Mais bon, c'était prévu. Il fait tour prend G7, je fais H3. Il fait tour prend G6, je fais H2. Et là du coup il faut absolument qu'il empêche A1, H1, dame, et donc il joue tour H6. Mais le problème c'est quoi? C'est que là, il y a un joli gain pour... Enfin, la position est gagnante de différentes façons, mais il y a un gain qui est assez thématique. Peut-être mettez sur pause si vous voulez le trouver. Le gain, je vous le montre, c'est B3, un très joli coup. En fait, l'idée, c'est que si il mange mon pion B3, en fait, tout d'un coup, j'ai tour A1, un coup magnifique. Je joue B3 justement pour ouvrir la colonne A et avoir tour A1. Comme ça, quand je joue tour A1, maintenant je menace H1 dame. Et il peut pas parer. Seul moyen pour lui de parer, c'est tour prend H2. Mais s'il fait tour prend H2, je fais tour A2. Et je gagne la tour blanche. Donc c'est ça le gain qu'il fallait trouver. Et donc B3, ça permet ça. Ça permet juste d'avoir ce tour A1 qui gagne. Donc bon, malheureusement, il a vu qu'il y avait ce petit piège thématique. Et donc il a fait G6. Mais du coup, bah, là j'ai quand même 2 pions qui vont filer à dame. Il fait G7, et là le seul truc à trouver c'était tour G3 pour éviter son pion d'aller à promotion. Et là le problème c'est que sa tour ne peut pas gérer à elle seule ces 2 pions qui menacent d'aller à dame. Donc ça continue comme ça. Il a continué un peu longtemps quand même, mais finalement ici il a abandonné. Donc petite victoire contre un joueur 2170, c'est cool. Et donc finalement j'ai enchaîné 2 victoires et à la prochaine ronde je vais pouvoir rejouer un fort grand maître, un grand maître qui a été presque 2700 Elo, qui a été membre du top 80 mondial, Gupta. Et donc on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao.